Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans un sujet que beaucoup de conducteurs repoussent, parfois jusqu'au jour où la voiture refuse de passer la deuxième, l'entretien de transmission manuelle. Et si vous pensez qu'une boîte mécanique est presque indestructible parce qu'elle n'a pas d'électronique complexe, restez bien avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez reconnaître les signes qui annoncent une usure, vous comprendrez quand et comment intervenir, et surtout, vous éviterez les erreurs qui transforment une simple vidange d'huile de boîte en facture à 4 chiffres. Une transmission manuelle, c'est un peu comme une poignée de main entre le moteur et la route. Quand tout va bien, on n'y pense pas. Les rapports entrent naturellement, la voiture répond proprement et on profite du plaisir de conduire. Mais dès qu'un synchro fatigue, qu'un roulement commence à chanter, qu'un embrayage se règle mal ou que l'huile perd ses propriétés, cette poignée de main devient hésitante, dure, parfois brutale, et c'est là que les gros problèmes commencent. Je vais parler simplement, mais en profondeur, parce que je veux que vous repartiez avec une vraie méthode. Une boîte manuelle n'est pas seulement un levier au milieu de l'habitacle, c'est un ensemble mécanique précis, composé d'arbres, de pignons, de bagues de synchronisation, de fourchettes de sélection, de roulements, de joints, parfois de câbles ou de tringles de commande, et bien sûr, d'une huile spécifique qui doit lubrifier, refroidir, protéger et permettre au synchro de travailler correctement. À côté de la boîte, il y a l'embrayage, le volant moteur, la butée, le mécanisme, le disque, la commande hydraulique ou par câble, et tous ces éléments doivent fonctionner ensemble. Quand un conducteur me dit « ma boîte accroche », je ne pars jamais directement sur l'idée que la boîte est morte. Je cherche d'abord à comprendre le contexte. Est-ce que ça accroche à froid seulement ? Est-ce que ça le fait sur tous les rapports ou seulement sur la marche arrière? Est-ce que la pédale d'embrayage change de sensation? Est-ce qu'il y a un bruit au point mort? Est-ce qu'une fuite est visible sous la voiture? Est-ce que la voiture a beaucoup tracté, roulé en ville ou subi des passages de rapport très rapides? Ces questions changent complètement le diagnostic. La première chose que je veux faire passer, c'est que l'huile de boîte manuelle n'est pas éternelle, même si certains constructeurs ont longtemps parlé de lubrification à vie. À vie, ça veut souvent dire à vie de la période commerciale prévue, pas forcément à vie de la voiture si vous voulez la garder 15 ans et dépasser les 200 000 km. L'huile travaille dans un environnement rude, elle subit les efforts entre les dents des pignons, elle retient des microparticules métalliques, elle chauffe, elle s'oxyde, elle perd progressivement ses additifs et elle peut être contaminée par l'humidité selon l'usage et l'âge du véhicule. Une huile fatiguée rend les passages plus lents, plus secs, plus bruyants et elle protège moins les roulements. A l'inverse, une huile adaptée et propre peut transformer le ressenti d'une boîte qui semblait vieillissante. Je ne dis pas qu'une vidange répare un synchro usé, mais je dis qu'une boîte correctement lubrifiée vieillit beaucoup mieux qu'une boîte négligée. Avant de toucher à quoi que ce soit, je commence toujours par l'observation. Je mets la voiture à plat, je regarde sous la boîte, autour des joints de sortie de cardan, au niveau du bouchon de vidange, du bouchon de remplissage, du carter, du contacteur de marche arrière et de la jonction entre moteur et boîte. Une légère trace grasse peut être ancienne, mais une zone humide, brillante, qui attire la poussière et forme une pâte noire, indique souvent une fuite active. Je vérifie aussi si l'huile semble venir de la boîte ou du moteur, parce qu'un joint spi-moteur côté volant-moteur peut envoyer de l'huile dans la cloche d'embrayage et faire patiner le disque, alors qu'un joint de boîte peut plutôt contaminer la zone de sortie. Je prends le temps de nettoyer, puis je roule un peu et je recontrôle. C'est une habitude simple, mais elle évite de remplacer la mauvaise pièce. Ensuite, je contrôle la commande. Sur beaucoup de voitures, le problème n'est pas à l'intérieur de la boîte, mais entre la main du conducteur et la sélection. Un câble détendu, une rotule usée, une bague plastique cassée, une tringlerie mal réglée ou un support moteur fatigué peuvent donner l'impression que la boîte est imprécise. Quand le moteur bouge trop sur ses cylindres blocs, le groupe motopropulseur se déplace au moment où vous accélérez ou relâchez et la commande de boîte peut se mettre en contrainte. Résultat, un rapport qui entre mal, un levier qui tremble, une sensation de flottement. Je fais donc bouger le levier moteur arrêté. J'écoute les bruits, je compare le débattement à la normale, je vérifie si le levier revient bien au centre, puis je regarde les câbles et les articulations.
Parfois, un nettoyage, une lubrification adaptée ou le remplacement d'une petite pièce suffit à rendre la sélection nette. Je veux aussi parler de l'embrayage, parce qu'une boîte manuelle souffre énormément quand l'embrayage ne débraye pas complètement. Quand vous appuyez sur la pédale, le disque doit se libérer du volant moteur et du plateau de pression. Si la commande hydraulique a de l'air, si l'émetteur ou le récepteur fuit, si le câble est mal réglé, si le mécanisme fatigue ou si le disque reste légèrement collé, les arbres de boîte continuent à être entraînés. Là, les synchros doivent forcer pour ralentir les éléments internes et les rapports accrochent. Un signe très parlant, c'est la marche arrière qui craque. Comme elle n'est souvent pas synchronisée, elle révèle vite un débrayage incomplet. Moteur au ralenti, pédale enfoncée à fond, si la marche arrière grince alors que vous attendez une seconde avant de l'engager, je pense immédiatement à un souci de débrayage, pas seulement à une huile de boîte. Je regarde aussi le niveau du liquide de frein quand l'embrayage est hydraulique, car beaucoup de systèmes partagent le même bocal. Un liquide vieux ou chargé d'humidité peut rendre la commande moins précise, surtout à chaud. Quand arrive le moment de vidanger l'huile de boîte, je ne fais jamais ça au hasard. Je consulte la préconisation exacte du véhicule parce qu'une huile de boîte manuelle ne se choisit pas seulement avec une viscosité. Il faut respecter la norme et le type d'additif. Certaines boîtes avec synchroniseur en alliage jaune, souvent en laiton ou en bronze, n'aiment pas certaines huiles trop agressives de type extrême pression si elles ne sont pas prévues pour elles. Mettre une huile plus performante sur le papier peut dégrader le passage des rapports si la friction nécessaire au synchro n'est pas correcte. Une GL4 n'est pas automatiquement remplaçable par une GL5 et une 75W80 n'a pas le même comportement qu'une 75W90. Je dis toujours, la bonne huile, c'est celle qui correspond à la boîte, pas celle qui a l'étiquette la plus impressionnante. Avant de vidanger, je dévisse toujours le bouchon de remplissage en premier. C'est une règle d'or. Imaginez vidanger toute huile, puis découvrir que le bouchon de remplissage est grippé ou inaccessible. Vous vous retrouvez avec une voiture immobilisée et une boîte vide. Donc je m'assure d'abord que je pourrai remplir. Je préfère faire la vidange quand l'huile est légèrement chaude, pas brûlante. Une huile tiède s'écoule mieux et emporte davantage d'impuretés. Je sécurise le véhicule correctement, toujours à plat si le niveau se fait par débordement, et je place un bac propre pour observer l'huile. La couleur, l'odeur et la présence de limaille donnent des informations. Une huile foncée n'est pas automatiquement catastrophique, mais une odeur de brûlé, des paillettes abondantes, des morceaux métalliques ou une pâte très épaisse sur l'aimant du bouchon doivent attirer l'attention. Beaucoup de bouchons de vidange ont un aimant qui retient les particules fines produites par l'usure normale. Une fine boue métallique est habituelle sur une boîte qui a roulé longtemps, mais des copeaux ou des fragments, ce n'est pas normal. Je nettoie parfaitement le bouchon, je remplace le joint si nécessaire, je respecte le couple de serrage et je remplis lentement avec la quantité correcte. Sur certaines boîtes, le niveau se fait jusqu'à ce que l'huile arrive au bord de l'orifice de remplissage. Sur d'autres, il existe une quantité précise, une procédure particulière, parfois liée à la température. Le surremplissage peut provoquer de la mousse, des fuites ou une pression excessive et le sous-remplissage peut détruire des roulements. Il faut donc être méticuleux. Après une vidange, je ne juge pas le résultat uniquement dans le garage. Je fais un essai routier progressif. Je passe tous les rapports à froid si possible, puis après monter en température. J'écoute en accélération, en décélération, en maintien de vitesse et au point mort. Un roulement de boîte peut chanter différemment selon que la transmission est en charge ou non. Un bruit qui apparaît seulement en troisième, par exemple, peut orienter vers un pignon ou un roulement associé. Un bruit au point mort qui disparaît quand j'appuie sur l'embrayage peut faire penser à un roulement d'arbre primaire, mais il faut rester prudent parce que la butée d'embrayage peut aussi faire du bruit selon la situation. Un ronronnement qui augmente avec la vitesse du véhicule, peu importe le rapport engagé, peut venir du différentiel, d'un roulement de roue ou des pneus. C'est pour ça que je n'aime pas les diagnostics rapides. Je préfère isoler les conditions. Moteur en charge, roue en charge, embrayage appuyé, rapport engagé, vitesse stabilisée, virage à gauche ou à droite, chaque détail compte. Il y a des symptômes que je prends très au sérieux. Si un rapport saute tout seul en accélération ou en décélération, ce n'est pas un simple inconfort.
Cela peut venir d'une usure des crabot, d'une fourchette, d'un verrouillage interne, d'un support moteur qui tire sur la commande ou d'un mauvais réglage. Mais dans tous les cas, il faut intervenir rapidement. Un rapport qui saute peut s'aggraver vite et devenir dangereux. Si la pédale d'embrayage reste au plancher, si le point de patinage change brutalement, si une odeur de brûlé apparaît en montée, si le moteur prend des tours sans que la voiture accélère, je pense au patinage d'embrayage. Si la voiture tremble au démarrage, il peut y avoir un disque voilé, un volant moteur fatigué, un support moteur usé, une contamination par de l'huile ou une mauvaise technique de conduite. Si les vitesses accrochent surtout en deuxième, c'est souvent parce que ce rapport est très sollicité en ville et que son synchro souffre plus que les autres. Mais encore une fois, avant d'annoncer une boîte à ouvrir, je vérifie l'huile, la commande et l'embrayage. La manière de conduire fait une énorme différence dans la durée de vie d'une transmission manuelle. Je sais que beaucoup aiment passer les rapports rapidement, et une boîte mécanique donne justement cette sensation de contrôle. Mais il y a une différence entre une conduite précise et une conduite brutale. Forcer le levier quand un rapport résiste, c'est demander au synchro de faire en une fraction de seconde ce qu'ils ne peuvent pas faire sans usure. Garder la main posée sur le levier pendant des kilomètres, c'est mettre une pression inutile sur la commande et parfois sur les fourchettes. Rester au feu rouge avec la première engagée et la pédale d'embrayage enfoncée fatigue la butée et le mécanisme. Laisser le pied posé sur la pédale d'embrayage, même légèrement, peut provoquer un début de glissement ou une usure prématurée. Faire patiner longuement l'embrayage en côte au lieu d'utiliser le frein, c'est transformer le disque en élément de friction permanent. Et rouler à très bas régime en forte charge, par exemple accélérer à fond en 5e à 1000 tours par minute, impose des vibrations et des contraintes importantes au moteur, au volant moteur et à la transmission. Une bonne conduite, ce n'est pas seulement passer les vitesses, c'est sentir la mécanique et l'aider à travailler dans sa zone confortable. À froid, je suis particulièrement doux. L'huile de boîte est plus épaisse, les jeux mécaniques ne sont pas stabilisés et les synchros travaillent moins facilement. Les premiers kilomètres, j'évite les passages violents et les rétrogradages agressifs. Si la deuxième est un peu ferme le matin, je ne la force pas. Je décompose le mouvement, je laisse une fraction de seconde et je laisse l'huile circuler. Sur une voiture ancienne ou sportive, je peux même adapter ma technique avec un double débrayage lors de certains rétrogradages, pas pour faire du spectacle, mais pour soulager les synchros. Le double débrayage consiste à rapprocher la vitesse de rotation des éléments internes avant d'engager le rapport inférieur. Sur une boîte moderne en bon état, ce n'est pas indispensable au quotidien, mais bien exécuté, cela rend la conduite plus fluide et réduit les contraintes lors d'une conduite dynamique. Le talon-pointe, lui, sert surtout à rétrograder en freinant tout en ajustant le régime moteur, mais il demande de l'entraînement et ne doit pas être improvisé sur route ouverte. Je veux aussi insister sur la périodicité. Il n'existe pas une seule règle universelle, car tout dépend du constructeur, de l'huile, de l'usage et du véhicule. Une voiture qui fait surtout de l'autoroute à vitesse stable use moins sa boîte qu'une voiture utilisée en ville, en montagne, avec remorque ou dans des conditions de chaleur et de charge. À titre de bon sens, quand je ne dispose pas d'un intervalle clair et que je veux préserver une voiture sur le long terme, je considère qu'une vidange de boîte autour de 60 à 100 000 km peut être une excellente prévention, surtout sur un véhicule acheté d'occasion dont l'historique est flou. Pour une sportive, un utilitaire, une voiture qui tracte ou une auto qui a déjà un ressenti de boîte un peu dur, je rapproche l'intervalle. Ce n'est pas une dépense inutile, c'est une assurance mécanique. Et quand j'achète une voiture d'occasion à boîte manuelle, je préfère souvent repartir sur une huile neuve et conforme parce que je ne sais jamais vraiment comment l'ancien propriétaire a conduit ni ce qui a été mis dedans. L'entretien ne s'arrête pas à l'huile. Je regarde les soufflets de cardan parce qu'un soufflet déchiré laisse sortir la graisse et entrer l'eau ou la poussière. Un cardan qui prend du jeu peut créer des claquements qui seront parfois confondus avec un problème de boîte. Je contrôle les supports moteurs et boîte car ils absorbent les mouvements et les vibrations. Je vérifie les fuites au niveau des joints de sortie car un niveau d'huile qui baisse lentement peut passer inaperçu jusqu'au jour où un roulement manque de lubrification. Je surveille aussi les bruits de transmission au lever de pied. Un claquement lors des changements de charge peut venir d'un jeu dans les supports, les cardans, le différentiel ou même dans la ligne de transmission selon l'architecture du véhicule. Sur une propulsion, l'arbre de transmission, les croisillons, le palier central et le pont arrière entrent aussi dans l'équation.
Il faut toujours regarder l'ensemble, pas seulement la boîte. Pour ceux qui veulent faire la vidange eux-mêmes, je veux être très clair. Ce n'est pas l'opération la plus compliquée, mais elle demande de la rigueur. Il faut lever la voiture en sécurité, utiliser des chandelles solides, ne jamais se glisser sous une voiture tenue seulement par un cric, porter des gants, protéger ses yeux et gérer l'huile usagée correctement. Il faut aussi avoir l'outil adapté pour les bouchons, car certaines empreintes se foirent facilement. Une empreinte abîmée peut transformer une opération simple en cauchemar. Il faut une pompe ou une seringue de remplissage parce que l'orifice est souvent sur le côté et inaccessible à la bouteille. Il faut mesurer ce qu'on enlève sans prendre cette mesure comme vérité absolue, car la boîte pouvait déjà être sous-remplie. Il faut remettre la bonne quantité, vérifier l'absence de fuite, rouler, puis recontrôler. Et si le bouchon a un joint écrasable, je le remplace. Ce sont de petits détails, mais la mécanique se gagne souvent avec des petits détails. J'entends parfois des mythes qui circulent autour des boîtes manuelles. Le premier, c'est de dire que si la boîte accroche, il suffit de mettre une huile plus épaisse. Mauvaise idée dans beaucoup de cas. Une huile trop épaisse peut rendre les passages encore plus difficiles à froid et empêcher les synchros de fonctionner comme prévu. Le deuxième mythe, c'est de croire qu'un additif miracle peut reconstruire des pièces usées. Certains additifs peuvent modifier le bruit ou la sensation, mais ils peuvent aussi perturber la friction des synchros. Je ne verse jamais un produit dans une boîte sans comprendre sa compatibilité. Le troisième mythe, c'est de penser qu'une boîte manuelle ne nécessite aucun diagnostic électronique. C'est vrai qu'elle est mécanique, mais sur les voitures modernes, des capteurs de vitesse, des contacteurs, des calculateurs moteurs, des stratégies d'aide au démarrage, de régulateurs ou de start-stop peuvent interagir avec le comportement global. Un capteur ou un support moteur piloté peut parfois compliquer les symptômes. Il faut rester ouvert. Je veux maintenant vous donner ma façon de raisonner quand un conducteur arrive avec une plainte de passage difficile. D'abord, je demande quand le problème apparaît. À froid seulement, je pense huile, réglage, usure légère ou comportement normal accentué par la température. À chaud seulement, je pense dilatation, embrayage, hydraulique qui perd en efficacité, huile qui devient trop fluide ou composant interne fatigué. Sur un seul rapport, je pense synchro, fourchette, commande ou pignon spécifique. Sur tous les rapports, je pense embrayage qui débraye mal, huile inadaptée, commande déréglée ou support moteur. Si la marche arrière craque, je teste l'embrayage. Si la première est difficile uniquement à l'arrêt, je regarde le débrayage et parfois le ralenti moteur. Si le levier est imprécis, je regarde les câbles, les bagues, les rotules. Si le bruit change quand j'appuie sur la pédale, je distingue la butée, le roulement d'arbre primaire, le mécanisme et parfois le volant moteur. Ce raisonnement évite de remplacer des pièces au hasard. L'embrayage mérite un entretien indirect. Sur une commande hydraulique, le liquide doit être propre et purgé correctement. Une pédale spongieuse, une course qui change, un point de patinage qui devient incohérent ou une difficulté à engager la première peuvent venir d'air dans le circuit. Lors d'une purge, je fais attention à ne pas vider le bocal et à utiliser le liquide recommandé. Sur une commande par câble, je vérifie le réglage, l'état du câble, la douceur de coulissement et le mécanisme de rattrapage automatique s'il existe. Un câble qui gratte ou qui s'étire donne une sensation étrange et peut empêcher le débrayage complet. Pour le disque et le mécanisme, il n'y a pas vraiment d'entretien une fois monté. L'entretien, c'est la conduite et la surveillance. Quand il faut remplacer l'embrayage, je conseille de ne pas regarder seulement le disque. La butée, le mécanisme, le volant moteur, le joint SPI arrière moteur et le joint d'arbre de boîte doivent être inspectés. Remonter une boîte sans remplacer une pièce suspecte accessible à ce moment-là peut coûter cher plus tard, parce que la main-d'œuvre principale consiste justement à déposer la boîte. Le volant moteur bimasse est un autre point important sur beaucoup de voitures modernes. Son rôle est d'absorber les vibrations torsionnelles, surtout sur les moteurs diesel et les moteurs turbo-coupleux. Quand il fatigue, on peut entendre des claquements au démarrage ou à l'arrêt du moteur, sentir des vibrations au ralenti ou avoir des à-coups lors des changements de charge. Beaucoup de gens accusent la boîte alors que le volant moteur est en cause. Ignorer un bimasse très fatigué peut abîmer l'embrayage et transmettre des vibrations à la boîte. Là encore, le diagnostic doit être posé avec méthode, car un support moteur peut imiter certains symptômes. Je ne remplace pas un bimasse juste parce qu'il a beaucoup de kilomètres, mais je l'inspecte sérieusement quand la boîte est déposée. Je veux aussi parler du bruit.
parce que c'est souvent le premier signal que les gens remarquent. Une boîte manuelle peut produire un léger bruit mécanique normal, surtout sur certaines voitures sportives ou utilitaires. Mais un sifflement qui augmente, un grondement sourd, un clac-clac régulier, une vibration dans le levier ou un changement brutal de sonorité ne doivent pas être ignorés. Un roulement qui commence à chanter peut rouler encore longtemps, ou se dégrader rapidement selon la charge et le niveau d'huile. Plus on attend, plus les particules métalliques circulent dans la boîte, plus elles peuvent abîmer d'autres éléments. Le bon réflexe, c'est de vérifier le niveau et la qualité de l'huile, chercher les fuites, identifier les conditions du bruit et consulter avant que le dommage ne se propage. Une boîte ouverte tôt peut parfois être réparée avec des roulements et des joints. Une boîte détruite tard peut nécessiter un remplacement complet. L'économie de l'entretien est simple. Une vidange avec la bonne huile coûte beaucoup moins cher qu'une boîte d'occasion dont on ne connaît pas l'état, et infiniment moins qu'une boîte neuve. Un câble de commande ou un support moteur remplacé au bon moment évite d'abîmer la sélection. Une purge d'embrayage peut sauver des synchros d'une fatigue inutile. Un conducteur doux peut doubler la durée de vie d'un embrayage par rapport à un conducteur qui garde le pied sur la pédale et fait patiner en permanence. Quand on parle de transmission manuelle, l'entretien n'est pas seulement une opération de garage, c'est une relation quotidienne avec la voiture. Chaque démarrage, chaque passage de rapport, chaque rétrogradage compte un peu. Pas besoin de conduire comme si la mécanique était fragile, il faut simplement la respecter. Si vous venez d'acheter une voiture d'occasion, voici ce que je fais personnellement dans ma tête et dans mon garage. Je teste la boîte à froid parce que beaucoup de défauts sont plus visibles avant que l'huile ne chauffe. Je passe tous les rapports doucement, puis plus franchement, sans brutalité. Je vérifie si la deuxième accroche en rétrogradage, si la troisième chante, si la marche arrière craque, si l'embrayage prend trop haut, si le moteur monte sans accélération proportionnelle, si le levier bouge à l'accélération, si la pédale est dure ou irrégulière. Je regarde les factures. Si aucune vidange de boîte n'apparaît et que le kilométrage est élevé, je la prévois. Je contrôle les fuites. Je ne me laisse pas rassurer uniquement par la phrase « c'est normal sur ce modèle », même si certains modèles ont effectivement des sensations particulières. Normal ne veut pas dire négligeable. Une boîte peut avoir un caractère, mais elle ne doit pas craquer, sauter ou hurler. Quand je parle de maintenance, je ne veux pas créer de peur. Une transmission manuelle bien conçue et bien traitée peut parcourir des centaines de milliers de kilomètres. C'est justement pour ça que je l'aime. Elle donne au conducteur un lien direct avec la machine, elle récompense la précision, elle se répare parfois plus simplement qu'une transmission automatique complexe et elle permet de sentir l'état mécanique de la voiture. Mais cette robustesse ne doit pas devenir une excuse pour ne rien faire. Le jour où l'huile est trop vieille, où le niveau a baissé, où l'embrayage traîne, où la commande prend du jeu, la boîte commence à compenser. Et une mécanique qui compense finit toujours par s'user plus vite. Je voudrais que vous reteniez aussi l'importance du vocabulaire quand vous expliquez un problème à un mécanicien. Dire « la boîte est morte » ne l'aide pas. Dire « la deuxième accroche à froid en montant les rapports mais pas en rétrogradant » c'est beaucoup plus utile. Dire « le bruit apparaît en quatrième à vitesse stable et disparaît quand je relâche l'accélérateur » donne une piste. Dire « la pédale d'embrayage est devenue molle après un trajet en ville » oriente vers l'hydraulique. Dire « le rapport saute seulement en décélération » change le diagnostic. Plus vous décrivez précisément, moins vous risquez un remplacement inutile. Et si vous faites vous-même l'entretien, notez la date, le kilométrage, la référence de l'huile, la quantité ajoutée et ce que vous avez observé sur le bouchon. Ces notes valent de l'or au prochain contrôle. Il y a aussi une question de sensation que j'aime transmettre. Une bonne boîte manuelle ne se force pas, elle se guide. Votre main accompagne le levier, votre pied gauche donne le temps à l'embrayage de travailler, votre pied droit ajuste le régime. Si le rapport ne veut pas entrer, ce n'est pas un bras de fer. Je reviens au point mort, je relâche légèrement, je réessaie ou je cherche la cause. Forcer peut abîmer les bagues de synchro, les dents d'engagement et la commande. Quand on conduit une voiture qu'on veut garder longtemps, on apprend à écouter ces petites résistances. Elles ne sont pas là pour nous embêter. Elle nous donne une information. Pour terminer, je vais résumer l'esprit de cette vidéo sans faire de raccourcis. Entretenir une transmission manuelle, c'est surveiller l'huile, respecter la spécification, contrôler les fuites, garder une commande précise, vérifier que l'embrayage débraye correctement, écouter les bruits, comprendre les symptômes et adopter une conduite qui ne martyrise pas les synchros ni le disque.
Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas à prendre à la légère. La boîte manuelle est une pièce de précision qui vit dans l'ombre du moteur et pourtant, c'est elle qui transforme la puissance en mouvement utilisable. Quand elle va bien, chaque changement de rapport devient naturel. Quand elle va mal, toute la voiture semble fatiguée. Alors prenez le temps de la connaître, de l'entretenir et de la respecter. Moi, c'est Didier Manson, et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe sous votre main droite et sous votre pied gauche, gardez cette idée en tête lors de votre prochain trajet. Une transmission manuelle ne demande pas qu'on la ménage comme du cristal, elle demande qu'on la traite comme une mécanique intelligente, avec la bonne huile, les bons gestes et le bon diagnostic au bon moment.